Bonsoir, chers amis et chers auditeurs de Radio Imbaraga Zukuri. Nous sommes le mardi 4 novembre 2025. Vous êtes euh, avec votre serviteur Aloïse Simpunga qui vous a préparé l'émission de ce soir. Mais je ne serai pas seul, je serai avec mes invités, les invités euh, que vous connaissez parce qu'ils passent tout le temps, enfin pas tout le temps, mais de temps en temps à nos antennes pour nous aider à décortiquer ceci ou cela. Aujourd'hui aussi, ils m'ont fait l'honneur de revenir pour parler d'un sujet, un sujet qui fait parler et qui fait écrire ces derniers temps. Vous avez entendu de la nomination de trois experts de l'ONU qui vont enquêter sur les crimes dans les deux Kivu, le Nord Kivu et le Sud Kivu, à l'est de la RDC. Cette commission a été nommée justement par le président du Conseil des droits le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme pour qu'ils aillent enquêter sur les crimes qui ont été commis, mais nous y reviendrons. Ce sont seulement les crimes qui ont été commis à partir du 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, si j'ai bien compris. Euh, voilà. Nos invités vont donc nous aider à comprendre est-ce que cette commission, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette commission d'abord, qui compose cette commission, donc les trois experts, leur pedigree, leur profil. Euh, Est-ce que le rapport de cette commission pourra produire des effets, pourra avoir des résultats attendus? Tout cela donc sera décortiqué par nos experts en droit, en défense des droits de l'homme. Et voilà. Donc, je commence par vous présenter les invités. Commençons par le plus âgé. Bwana Théobald, Monsieur Théobald Rutihunza, qui est président de RIPRODOR, une organisation qui milite pour les droits de l'homme. Théobald Rutihunza, qui est vraiment un ancien activiste des droits de l'homme, qui pourra donc nous aider et qui connaît très bien les institutions justement des Nations Unies et des autres qui luttent pour les droits de l'homme. Théoba Rutirunza, nous sommes ravis de vous accueillir encore une fois sur Radio Imbaraga Zukuri. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Aloïse. Je suis heureux d'avoir été invité pour présenter ou parler de cette commission d'enquête mise en place par le président du Conseil des droits de l'homme. Je crois qu'on va Merci. décortiquer ce sujet Oui. et je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, Monsieur Moutabazi et Monsieur Bakundi Chicharo. Je vous salue. Merci et bienvenue, Monsieur Théoba Rutirunza. Nous sommes aussi avec le docteur Étienne Moutawazi, qui est en Afrique du Sud, tandis que Théoba Rutirunza, lui, nous parle de Lyon, en France. Le docteur Étienne Moutawazi, que vous connaissez aussi, chers auditeurs de Radio Imbarga Zukuri, parce que il vient souvent nous parler sur certaines questions euh, concernant soit les droits de l'homme, soit le droit tout court. Et nous sommes très heureux, encore une fois, docteur Étienne Moutawazi, de vous accueillir ici dans nos studios de Radio Imbarga Zukuri. Bonsoir, Étienne Moutawazi. Bonsoir, monsieur Ressinga. Je dresse mes sincères salutations également à pardon, Théobald Rutihunza et le professeur Pierre Célestin Bakundi Chicharo. Vous allez être patient avec mon français parce que ça fait longtemps que je ne m'y exerce pas. Je vais essayer. Je mélange tantôt, mais
Je crois que vous aurez beaucoup d'indulgence pour moi. Je vous salue. Merci beaucoup, Dr. Étienne Moutawazi, de t'avoir privé de ton repos vespéral du soir pour essayer de nous aider à comprendre notre sujet. Nous sommes ici aussi avec le docteur Pierre Célestin Bakundi Kichao, qui est aussi un habitué de Radio Imbalagazukuri, où Imbalagazukuri veut dire en français la puissance de la vérité. Euh, Dr Pierre Célestin Bakundi Kichao, lui, nous parle de l'île en France et surtout à part les recherches qu'il a faites, les livres qu'il a écrits, il a fait des recherches et écrit sur la région des Grands Lacs, surtout le leadership, la gouvernance et l'historique. Docteur Pierre Célestin Wakundi Kicharo, merci encore une fois de nous accorder de votre temps. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Aloïse Simonga. Merci de m'avoir invité. Et je salue nos amis et Dr Étienne Moutawazi et Théopale Lotironza qui sont ici pour échanger, pour débattre, afin que notre, notre débat puisse être fructueux et, disons, puisse aussi donner à nos auditeurs une certaine plus-value qui pourrait éventuellement enrichir tous ceux qui sont à notre écoute. Je vous remercie pour donc l'initiative de partager nos idées avec tout ce monde. Merci. C'est moi qui vous remercie, chers panélistes qui venaient m'aider à présenter aux populations de la région des Grands Lacs la commission qui a donc été créée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont sur lequel euh, j'ai préparé justement cette émission pour parler des trois experts qui composent la commission qui a été nommée. Une brève introduction. Je vous mets sur l'écran l'annonce qui a été faite par le CDH, le Conseil des droits de l'homme, qui a dit que ces experts, justement, ont été nommés. Vous voyez le titre qui dit que des experts nommés pour enquêter sur les droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite le 27 octobre 2025. Voilà, donc c'est le président du Conseil des droits de l'homme, l'ambassadeur Jürg Lauber, un Suisse, qui a annoncé cela, qui a annoncé la nomination d'Arnold Akoginu, Bénin, de Maxime Marcus, Allemagne et États-Unis, et de Clément Nyaletsossi Foulet du Togo, qui ont été donc nommés en tant que membres indépendants de la commission d'enquête indépendante récemment créée sur la situation des droits de l'homme dans les provinces du Sud et du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Le président de cette commission sera Akoginu, donc le Béninois. La résolution S37-1 du 7 février 2025, donc au mois de février, cette résolution a été adoptée lors de la session spéciale sur la situation des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et le Conseil des droits de l'homme s'y est appuyé justement pour nommer ou bien créer la commission d'enquête indépendante, composée de trois experts nommés par le président du Conseil des droits de l'homme.
je vais lire un peu plus rapidement. La commission d'enquête a été chargée d'enquêter. C'est la phrase qu'il faut vraiment retenir. Euh, D'enquêter et d'établir les faits, les circonstances et les causes profondes de toutes les violations et atteintes présumées aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, y compris celles qui touchent les femmes et les enfants, celles qui impliquent des violences sexuelles ou sexistes et celles commises contre les personnes déplacées internes ou les réfugiés, ainsi que les crimes internationaux potentiels dans le contexte de la plus récente escalade des hostilités dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu de la République démocratique du Congo en janvier 2025. Voilà, je disais que justement l'enquête sera précisément sur tous ces crimes euh, qui ont été commis en janvier 2025. Voilà, c'est ce que je dis dans le pourquoi de la nomination justement de cette commission. C'est ce qui nous a été annoncé. La suite, la commission composée de 3 personnes a également été priée d'identifier dans la mesure du possible les personnes, les entités responsables des violations et atteintes aux droits de l'homme et au droit international humanitaire, ainsi que de tous les crimes ou tout crime international dans le contexte de la récente escalade des hostilités dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu afin de garantir que les responsabilités répondent de leurs actes. C'est donc un complément sur les raisons de la nomination de cette commission. Le président du Conseil des droits de l'homme a sollicité des recommandations auprès de diverses parties prenantes et des manifestations d'intérêt afin de trouver des candidats hautement qualifiés et impartiaux pour pourvoir ces postes. Dans sa résolution 6022-22, adoptée le 7 octobre, tout récemment, en octobre 2025, et sa 60e session, le Conseil a réaffirmé que le mandat des membres de la commission d'enquête indépendante demeure entièrement tel que défini dans la résolution S37-1 et a demandé que leur nomination soit effectuée avant la fin de 2025. Il a également demandé qu'ils effectuent la première visite sur le terrain dès que possible et si possible au plus tard en janvier 2026. La résolution 6022 a également demandé aux membres de la commission de présenter un exposé oral sur la situation des droits de l'homme dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dans le cadre d'un dialogue interactif renforcé à la 62e session du Conseil des droits de l'homme en juin-juillet 2026 et de soumettre un rapport complet au Conseil des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme dans les provinces susmentionnées de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un dialogue interactif renforcé à sa 64e session en février-avril 2027 et à l'Assemblée générale à sa 82e session. La suite, c'est la biographie des membres de la commission. Je ne sais pas si on doit s'y attarder, à part que Arnaud Akonjinou est du Bénin. Et voilà, il a travaillé entre autres à la mission donc à MINUSMA au Mali. Et ailleurs, ce sont tous des experts. Maxine Marcus, de nationalité allemande, de double nationalité allemande et états-unienne, co-directrice et coordinatrice des Partners in Justice International. Elle est procureure enquêtrice pénale internationale et elle a 28 ans d'expérience sur le terrain. Voilà. Clément Voulet, il est togolais, et il est juriste et expert en droits humains.
Et rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion, il a été donc rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de la liberté de réunion, pacifique et d'association. Euh, Maintenant, il est rapporteur spécial. Il était directeur de plaidoyer pour l'Afrique au sein du Service international pour les droits humains. Euh, et il œuvrait au soutien et à la protection des défenseurs des droits humains dans toute la région. Voilà ce qu'on peut dire sur les membres qui ont été nommés, membres de cette commission qui ont été nommés. Voilà. Ainsi présentée, la commission donc, a été mise en place et vous avez entendu le calendrier. Euh, la première visite sur terrain pourra au moins se rendre sur terrain avant janvier 2026. En juin et en juillet 2027, ils vont venir au siège pour faire un exposé oral euh, et en février et avril 2027, ils vont donner un rapport complet au commissaire au président du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Voilà le calendrier. Docteur Étienne Moutawazi, je commence par vous parce que on parle surtout des questions de droit et de droit international. Est-ce que cette commission est-ce que la mission de cette commission vous convienne comme étant un juriste d'abord et puis un juriste ressortissant aussi de la région des Grands Lacs dont fait partie l'Est de la RDC? Est-ce que cette commission, comment vous la trouvez, Dr Etienne Moutawazi? Euh, je vous remercie de la question. À la commission, c'est une commission normale dont vous avez cité le mandat qui évolue autour de deux aspects, d'enquêter, d'établir les faits, les circonstances et les causes profondes de toutes les violations et en tête présumées aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et puis identifier dans la mesure du possible les personnes et entités. Il semble qu'il y a un problème de réseau avec l'Afrique du Sud. Nous allons passer la parole en attendant que le docteur Etienne Moutawazi nous revienne. Nous allons passer la parole à M. Théobald Ruti-Hunza, lui aussi, qui est un militant de très longue date des droits de l'homme, qui va nous parler aussi de comment il voit cette commission. M. Théobald Ruti-Hunza. Bon, et merci beaucoup de la question. Bon, cette commission d'enquête s'inscrit dans l'un des mécanismes auxquels recourt le Conseil des droits de l'homme. Eh bien, cette commission d'enquête, justement, comme on le disait mon prédécesseur, elle est obligée d'établir les faits, de mener des enquêtes, et qui parle d'enquête envisage de juger. Donc, ce n'est pas quelque chose de séparé. Donc, il y a un objectif. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces enquêtes. Ces enquêtes sont faites au fin de rendre justice aux victimes et à toutes les victimes, et bien sûr de châtier les responsables, établir responsabilité. Donc, comme ressortissant du Rwanda,
vous n'ignorez pas la collaboration qu'il y a eu entre le Rwanda et ces genres de commissions. Ça existait dans le temps, depuis 1994. Il y a eu des tribunaux qui ont jugé des Rwandais. Peut-être ça s'est arrêté en cours de route, mais il y a eu des jugements qui ont été initiés par les Nations Unies. Et comme je pourrais d'abord dire que le Conseil des droits de l'homme est un des piliers des Nations Unies à côté de la paix et du développement. Donc, quand on cherche la paix va avec la justice. Donc, cette commission a été instituée pour qu'elle établisse les faits, pour qu'elle essaie d'établir les responsabilités et elle fera son rapport. Évidemment, son rapport, c'est pour justement que s'il est concluant, on puisse poursuivre les, les fauteurs de troubles. Merci, M. Théobald Timonza, de nous parler de l'aspect général de cette commission. Euh, Dr Pierre Célestin Bakundiki Chao, cette commission a été mise en place, ce qui est bien, mais il y a d'autres commissions quand même des Nations Unies qui ont été faites dans d'autres cadres, pas dans le cadre du Conseil des Nations Unies de sécurité, du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, mais qui sont quand même des commissions qui ont été faites. Il y a des commissions d'experts sur la région des Grands Lacs qui font des rapports. Mais comment distinguez-vous, séparez-vous euh, le travail de la commission, justement, dont nous parlons, qui a été créée par le président du Conseil des droits de l'homme, par rapport à d'autres euh, commissions des États, des Nations Unies qui ont été, euh, qui ont fait des travaux sans aucun impact sur la région. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci, vraiment les Nations Unies, à travers le Conseil des Nations Unies, justement, des droits de l'homme, que cette fois-ci, ça va nous apporter quelque chose en matière de protection et de justice? Docteur Pierre Célestin Makonikichan. Merci beaucoup, Aloïse, hein. Il est très difficile de connaître, hein, n'est-ce pas, les impacts de cette commission si les résultats vont être différents par rapport à ce que nous connaissons. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà ici, ce qui m'a choqué, c'est qu'il ne se base que sur le mois de janvier 2025. Alors que la guerre et les conflits dans cette région-là datent d'il y a 3 ans. Donc, dire que bon, les limitations de nos travail est pratiquement trop serré, trop court. Donc, ils ont donc limité, pour moi, hein, à 1 mois seulement. C'est qu'en janvier. Hein. Alors que nous savons qu'avant le mois de janvier, il y a eu beaucoup de tueries, beaucoup d'actes disons, de barbarie vis-à-vis des personnes innocentes qui ont vraiment été brutalisées, tuées, violées, tout et tout. Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont choisi seulement ce mois de janvier? Seulement le mois de janvier, et pourquoi? Hmm? Alors, moi, j'aurais bien été vraiment satisfait s'ils avaient pris toute la période
hein, à partir du moment où on sait très, très bien que l'envahisseur a tué, hein, en entrant en RDC, c'est-à-dire au nord Kivu et au sud Kivu, et continue de tuer jusqu'à ce jour. Alors, je ne peux pas prédire que les résultats de cette enquête pourront être fiables et qui seront suivis par des actes, disons, je dirais, punitifs. Pour dire que moi, je m'attendais qu'on fasse ce qu'ils ont fait des Rwandais à Arusha, qu'on amène ces gens-là devant la justice et qu'on dise aux gens répondent de leurs actes. Et là, honnêtement, à ce jour, je ne saurais pas dire que euh, nous aurons, en fait, la population qui a été agressée aura donc la justice et que cette justice-là pourra donc être une leçon à ceux-là même qui ont tué, qui ont fait disons des actes malheureux de brutaliser une population innocente qui était là. C'est ça mon souci. Merci, Dr Pierre Célestin Bakundi Kicharo, pour, enfin, pour ce point de vue que vous donnez et votre inquiétude d'ailleurs, euh, que je partage personnellement, hein, même si je suis journaliste, quand même, j'ai le droit aussi d'avoir une opinion. Monsieur Théobald Rutihunza, d'après Dr Pierre Célestin Bakundi Kicharo, il a, il a peur que ce ne soit que de la poudre aux yeux, jugé seulement un seul mois sur 3 décennies de barbarie dans les deux Kivu. Euh, c'est de la goutte dans un océan. Et il a peur que les autres crimes d'avant janvier et d'après janvier ne soient des autres, les criminels qui ont commis des actes criminels avant janvier 2025 et après janvier 2025 ne soient exonérés de leurs méfaits. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, M. Théobald Rutinunza, de cette inquiétude du docteur Pierre Sestebakundi Kicharo? Bon, l'inquiétude est fondée, mais je pourrais ajouter que des investigations antérieures sur ces périodes antérieures existent. Il y a eu d'autres enquêtes. Et peut-être, on pourrait se demander pourquoi justement ces enquêtes n'ont pas été suivies des faits. Donc la question des faits qui auraient dû suivre ces enquêtes est celle que justement les Nations Unies sont tiraillées par des rapports de force. Parce que quand est-ce que ces décisions sont ramenées à l'ordre du jour? C'est quand les États deviennent assez forts, quand ils s'expriment, quand ils ont une diplomatie agissante qui permet, de faire entendre leur voix. Quand justement les autres pays se taisent, ou quand ce pays se tait, il n'y a pas de réaction. Je commence déjà par l'exemple frappant. Vous savez que quand Tshisekedi a pris au pouvoir, il a fait sa première visite au Rwanda, il s'est rendu à Gisozi. Et à Gisozi, il a lui-même dit que justement les crimes qui étaient commis au Congo dans le temps étaient des effets collatéraux. Ce qui veut dire qu'il ignorait exactement les victimes congolaises des atrocités dont on est en train de parler. Avant lui, le président, le président Joseph Kabila n'a jamais fait mention des rapports qui existaient. Donc c'est tout récemment que le Congo a commencé à parler du Holocauste. Et d'ailleurs,
je crois que le Parlement congolais ne l'a ne l'a endossé que tout récemment. Donc, il y a toute une série de faits qui précèdent, qui précèdent justement des accusations. Mais pour cette fois-ci, si la commission est mise en place, alors que même avant que celle-ci soit mise en place, justement, on avait dit que les Nations Unies manquaient des fonds. Maintenant que ces fonds sont trouvés, où est-ce que maintenant il les a trouvés? Il les a eus parce que justement, ce pays commence à élever la voix et qu'il commence à avoir des soutiens internationaux. Donc avec ces soutiens, ça peut changer. Et ça peut changer et ces enquêtes pourraient produire leur effet. Donc, je partage les mêmes inquiétudes, mais je suis aussi optimiste par rapport à l'aboutissement de ces enquêtes. Merci beaucoup, Monsieur Théobald Ruti-Hunza. Euh, Prions que le réseau Internet soit euh, un peu gentil. Ce soir, je vois que le docteur Étienne Moutawazi revient. Nous allons essayer justement de lui donner la parole tant que nous sommes avec lui. Docteur Étienne Moutawazi, le docteur Pierre Célestin Bakundi Kicharo, justement, vient de manifester une inquiétude disant, voilà, pourquoi est-ce qu'on s'est limité au mois de janvier pour traquer les criminels qui ont sévi au Congo, alors qu'il y a 3 décennies, le Congo, l'Est de la RDC, est soumis à l'agression et à des crimes euh, incessants. Mais le Théobald Rutihunza, M. Théobald Rutihunza lui a répondu que il y a eu d'autres rapports, mais les rapports qui n'ont pas encore eu des faits. Il a aussi souligné la faiblesse de la RDC quant au suivi justement de ces rapports pour que euh, ceux qui ont commandé ces rapports n'ont pas toujours eu le courage d'aller jusqu'au bout et de penser aux victimes et de donner la justice aux victimes. Docteur Etienne Moutawazi, quand le réseau était coupé, vous étiez en train de nous dire justement ce que vous pensez de cette commission. Et maintenant que vous avez entendu, vous êtes au courant de tout ce que, des inquiétudes qui sont parmi les Rwandais, les Congolais de la région, vous allez essayer de nous dire aussi ce qui euh, à propos justement de leurs inquiétudes. Docteur Étienne Moutawazi. Je m'excuse d'abord parce que je n'avais pas fait rendez-vous avec la connexion, ça m'a déçu, mais je remercie les collègues des explications qu'ils ont déjà fournies. Il faut placer euh, cette commission dans le cadre des autres commissions antérieures et même dans ce que les collègues ont dit concernant d'autres rapports qui ont été établis auparavant. Je vais très rapidement vous donner le cadre de ce genre de commission parce qu'il s'agit d'une commission établie par la Commission des droits de l'homme, une des composantes du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, c'est dans ce cadre-là. Mais il y a d'autres commissions qui sont établies, par exemple, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, en application du chapitre 6 ou du chapitre 7 de la Charte, et qui ont force obligatoire. Mais ce genre de commission, comme celle qui est sujette à notre discussion, ne peut faire que des recommandations. Il faut quand même qu'on souligne cet aspect. La commission ne peut faire que des recommandations, pas des décisions qui ont force obligatoire. Juste pour vous illustrer les commissions qui ont précédé, il y a, par exemple, vous vous souvenez
viendrait de la guerre qui avait éclaté dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie. Et à partir de 1991, 13, non, 92 plutôt, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait établi une commission d'enquête pour étudier, pour enquêter sur les crimes qui violaient le droit international humanitaire, c'est-à-dire les crimes commis en cas de conflits armés. C'est ça qu'on appelle les crimes qui violent le droit international humanitaire. Il faut faire la distinction entre les crimes commis contre les droits de l'homme en général, qui peuvent être commis en cas de paix, et les crimes qui sont commis en cas de conflits armés, qu'on appelle les crimes qui violent le droit international humanitaire, c'est-à-dire les 4 conventions de Genève de 1948, et même si on a utilisé des armes qui sont prohibées ou les moyens qui sont prohibés en violation de ce qu'on appelle le droit de la Haye de 1907 et des années antérieures. Donc, on avait créé une commission en vérité de la résolution 790 de 1992, du 6 octobre 1992, pour enquêter et faire des recommandations. Donc, la commission était composée d'un ancien juriste américano-égyptien, le professeur Mohamed Cherif Bassiouni, il est décédé. Et il y avait d'autres membres, des gens très informés, très conversants, très familiers avec le droit international humanitaire. Il y avait le professeur, par exemple, professeur Fritz Karschhoven, qui était professeur à l'université de Leiden. Je crois que c'est aux Pays-Bas. Il y avait, bien sûr, Cherif Bassiouni, il y avait le commandant William Fenrick du Canada, il y avait le juge Kebamba, qui était ancien président de la Cour suprême du Sénégal et le ancien président de la Cour internationale de justice, et Torker Opsa, qui était professeur de droit à l'université de Oslo. Donc, et une commission créée par le Conseil de sécurité pour enquêter sur les crimes qui violent le droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie. C'était en 1992. Mais plus proche de nous, au Rwanda, par exemple, vous vous souviendrez qu'avec l'attaque du 1er octobre 1990, il y a eu des commissions qui ont été créées pour enquêter sur la violation des droits de l'homme. Les gens comme Théobald Rutihunza se souviendront de la commission, par exemple, internationale d'enquête, qui était composée d'organisations non gouvernementales qui avaient visité le Rwanda entre le 7 janvier et le 21 janvier 1993, mais qui n'avaient pas de mandat spécifique. Et la commission était venue seulement à la demande du gouvernement rwandais. Il y avait 2 organisations des droits de l'homme, peut-être qui étaient déjà membres d'une de ces organisations. Ils sont venus d'à travers le monde. En fait, le gouvernement d'antan voulait dire nous voulons inclure tout le monde qui veut enquêter sur ces violations. Et le gouvernement, à l'époque, c'était un gouvernement d'opposition. Ah oui, il y avait le gouvernement, je crois, de l'ancien Premier ministre Sylvestre Nsanzimana, mais l'opposition commençait à émerger, par exemple, certains partis d'opposition qui exigeaient qu'il ne faut pas que la commission soit composée de gens qui ont l'œil du gouvernement en place. Mais la commission, elle a sorti des rapports, et puis il y a eu cette fois-ci une autre commission dirigée par le rapporteur spécial Wari Bak Ndiaye. Wari Bak Ndiaye, il était commissionné par la commission du droit de l'homme, la commission dont nous parlons, qui est rattachée au bureau du Haut Commissaire des Nations aux droits de l'homme. Donc, il a été, Bak Ndiaye a été au Rwanda du 8 au 17 avril 1993.
et il a produit un rapport le 11 août 1993. La troisième, c'était le rapport de la mission des Nations Unies au Rwanda, la MINUA, la mission d'assistance au Rwanda. En fait, elle a établi un rapport qui, entre autres, comprenait un aspect de violation du droit international humanitaire. Et ce rapport date du 31 août 1993, le rapport de ce qu'ils avaient observé. Mais après le 6 avril 1993, puisqu'il y avait des allégations d'actes de génocide qui auraient été commis au Rwanda, la Commission des droits de l'homme a encore une fois nommé un rapporteur spécial. Cette fois-ci, c'était le professeur René Denis Segui, qui était doyen à la faculté de droit de l'Université d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Lui, il a produit 6 rapports. 6 rapports. Donc, en juillet 1994, en août 1994, en novembre 1994, en janvier 1995, en juin 1995 et en janvier 1996. 6 rapports. 6 rapports. Il y a eu aussi des rapports des parlements français, ce qu'on appelle le rapport Paul Kiles. Et même il y a un rapport du Sénat belge, en fait, qui a enquêté sur ces crimes. Par après, quand vous considérez le travail qu'on peut dans les documents des Nations Unies sur seulement les événements survenus au Rwanda entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1999, pas 1990. Donc, entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1995, il y a eu 188 documents. 188 documents qui comprennent les résolutions du Conseil de l'Assemblée générale, les résolutions du Conseil de sécurité, ce qu'on appelle les statements du président du Conseil de sécurité, les lettres des ambassadeurs. En fait, pour vous aider à cadrer le rapport dont nous parlons. Puisqu'il s'agit du Congo, il faut qu'on parle aussi de ce qu'on appelle le mapping exercise ou le rapport aussi commandité par fait par le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme, mais qui était approuvé cette fois-ci par le secrétaire général des Nations Unies, ce qu'on appelle le mapping report. Mais le mapping report, des fois, les gens confondent, disant non, en fait, c'était un rapport, c'était plutôt une compilation de preuves, d'incidents. Ils ont localisé 617 incidents, mais c'était une façon d'aider le gouvernement congolais, de la République démocratique du Congo, à faire son processus, à élaborer ses mécanismes de justice transitionnelle. On voulait tester ses capacités nationales. Ça n'avait rien à voir avec un aspect international. Mais pour que je ne m'éternise pas sur cet aspect, sur le Rwanda en particulier, parce qu'il y avait des allégations qui avaient été pointées par les rapports dont j'ai parlé à partir du rapport fait par les ONG Wariba, Kandia, UNAMIR, mais par après le Conseil de sécurité cette fois-ci, l'organe décisionnaire a pointé 3 experts indépendants. Il y avait le juge Atsu Kofi Amega, qui était un juge à la Cour suprême du Togo et un ancien ministre des Affaires étrangères. Il y avait Madame Habi Dieng, qui était le procureur général en Guinée, et M. Salif Fomba, qui était professeur de droit dans une université malienne. Mais ces 3 experts
bien qu'ils ont travaillé de façon indépendante, mais ils avaient été appointés par le Conseil de sécurité. C'est-à-dire le rapport ils ont produit avec des recommandations a été la base sur laquelle s'est appuyé le Conseil pour créer le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et le Conseil de sécurité disait à cette époque, c'est une mesure qui tombe dans son mandat de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Donc, il faut que nous essayions de comprendre la nature et la portée et même les pouvoirs de ces commissions. Donc, en résumé, la commission qui sera dirigée par M. Arnaud, un vétéran des Nations Unies, et M. Clément Voulet et Maxime Marcus ne pourra faire que des recommandations. Mais si c'est une commission qui est établie par le Conseil de sécurité, ou qui a l'appui du Conseil de sécurité des Nations Unies, cette commission peut produire un rapport qui a une force obligatoire qui s'impose aux États en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, par application notamment de l'article 39 et 42 de la Charte. Donc, je me suis trop éternisé. Je pense que je dois m'arrêter ici. Je vous remercie. Merci, docteur Etienne Moutawazi. Dieu merci, le réseau aussi a respecté votre speech. Nous vous avons suivi religieusement, mais la question est, au Rwanda, il y a eu justement ces rapports intermédiaires et des rapports de tous les commanditaires différents. Mais au milieu, il y avait quand même euh, des décisions qui étaient prises à partir de ces rapports. Notamment, ils ont entre-temps décidé que c'était un génocide. Notamment, ils ont dit qu'ils allaient sanctionner ceux qui ont perpétré des crimes. Jusqu'à ce que, par après, on a mis le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, à chaque étape, ces rapports étaient écoutés. À chaque étape, ces rapports étaient considérés et des décisions étaient prises par rapport à ces rapports. Mais au Congo, ce n'est pas la même chose. C'est ce que, au Congo, il y a eu des rapports. Il y a même des rapports des experts des Nations Unies qui sont basés dans la région. Mais tout ça, il n'y a aucune décision prise sur base de ces rapports. Est-ce que actuellement on peut justement se dire, voilà, cette fois-ci, ce rapport de ces trois membres nommés par le président du Conseil des droits de l'homme, est-ce que cette fois-ci, ils vont vraiment donner du poids et prendre des décisions palpables qui vont faire quelque chose sur le terrain? C'est ça l'inquiétude des gens tout autour de nous, parce que ils sont vraiment dépités de voir que la situation au Congo est bien connue, est bien documentée, mais que ça fait 30 ans que personne n'y fasse quoi que ce soit. C'est là où se trouve la question, docteur Etienne, justement, si vous pouvez continuer. On sait que dans quelques instants, vous ne saurez plus des notes. Donc, on va essayer de vous exploiter autant que ce peut. Oui, je répète deux choses euh, à l'intention de vos éditeurs, mais aussi à votre propre intention et aussi pour compléter les collègues. Je, les deux choses, c'est quoi? J'ai dit que il y a des commissions qui ont été mises en place. On va parler maintenant pour le Congo, mais qui n'ont fait que des recommandations. C'est pourquoi vous ne voyez pas quelque chose qui s'ensuit en termes de renforcement ou d'établissement, par exemple, d'une juridiction criminelle pour pouvoir poursuivre les personnes présumées responsables des violations graves du droit international humanitaire. Au Congo, euh, par exemple, si on prend le mapping report de 2010,
en fait, ce mapping report disait qu'il allait recueillir, enquêter sur la période 1993 et 2003, c'est 10 ans. Mais à l'intermédiaire, il y a eu le rapport de M. Roberto Gareton. Roberto Gareton, il avait enquêté, non, pas seulement sur la violation du droit international humanitaire, mais aussi il avait enquêté sur même l'exploitation illégale des richesses naturelles et d'autres formes de richesses du Congo. Même après son départ, il y a eu un autre rapport, je ne me rappelle plus du rapporteur, en 2001, qui a en fait été le précurseur de des initiatives qui ont été prises par après dans la résolution, je crois, 1535 de 2003, qui a créé ce qu'on appelle le groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est toujours opérationnel. En fait, votre question tourne autour de qu'est-ce qu'on fait de ces rapports. C'est ça la question. Et qu'est-ce qu'on fait de ces rapports? C'est peut-être par référence aux tribunaux ad hoc qui ont été créés pour l'ex-Yougoslavie respectivement au mois de mai 1993 et pour le Rwanda au mois de novembre 1994. Mais je vous ai dit que ces tribunaux, c'était des mesures spéciales qui ont, en fait, ça a fait même beaucoup d'objections de la part de la défense disant que le Conseil de sécurité n'était pas habilité à installer des tribunaux ad hoc, que ça ne fait pas partie de son mandat. Il y a eu des objections préliminaires, par exemple, dans l'affaire du Scotaditch, et même au tribunal pénal international pour Rwanda, dans l'affaire Joseph Kanyabashi. Il y a eu beaucoup d'objections disant que le Conseil de sécurité n'est pas habilité à installer ce genre de tribunal. Mais les juges à l'époque disaient, mais le Conseil peut utiliser tous les moyens pour remplir son mandat de l'installer et de renforcer la paix et la sécurité internationale en vertu de l'article 39 et 42 de la Charte des Nations Unies. En fait, dans le temps, on avait dit aux gens de la défense, les questions et les décisions politiques ne sont pas justiciables, ont conduit à cette finalité. Mais les rapports intermédiaires, comme le rapport de Roberto Gareton de 1996, et notre de 2010, même d'autres rapports. Souvenez-vous même que le Congo, la République démocratique du Congo, a déjà commandité ce qu'on appelle le livre blanc. Ils ont déjà fait 2 livres blancs qui sont une compilation de crimes qui ont été commis au cours de cette conflit armée dans la province du Sud et du Nord Kivu et même dans la province de Ituri. Mais comment est-ce qu'on peut l'écorter quelque chose de ces rapports? C'est 2 choses. S'il y a une action engagée, ce qu'on appelle une volonté politique du Conseil de sécurité des Nations Unies, il peut en faire des décisions obligatoires qui s'imposent à tous les États. Ça, c'est très important. Qui s'imposent à tous les États. Ou bien, si le Congo, la République démocratique du Congo, a les capacités et même la volonté de mettre en application de la hyperoffer. Ça a été fait, par exemple, au Cambodge et même au Timor de l'Est et même pour le tribunal de Sierra Leone, parce que les temps d'un temps, le régime, par exemple,
du président Tejan Kaba avait demandé au Conseil de sécurité de l'aider, de l'appuyer pour qu'un tribunal soit établi. La même chose pour le Timor de l'Est, la même chose pour les tribunaux spéciaux dans la Cour suprême du Cambodge. Mais est-ce qu'ici le Congo est à mesure? Nous avons parlé du mapping report qui avait loqué des témoignages pour aider le gouvernement congolais à instaurer des mécanismes de justice transitionnelle, entre autres rendre justice aux victimes de conflits armés. Ça n'a pas été fait. Cette fois-ci, est-ce qu'on aura tous les moyens sur la table? Je n'ai pas la réponse. En fait, c'est exactement la réponse que je peux donner à votre question. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Dr. Etienne Moutawazi, pour toutes ces explications et cet historique sur les crimes et les enquêtes sur les crimes qui ont été commis dans des situations de guerre, que ce soit des crimes contre l'humanité, des crimes qui violent le droit humanitaire. Euh, Au Congo, précisément, nous sommes en train de parler d'une récente commission qui a été nommée pour enquêter sur ces crimes. Mais tout le monde se pose la question de savoir, M. Théobald Rutihunza, c'est à vous la question, tout le monde se pose la question de savoir si cette commission d'enquête sera vraiment efficace. Est-ce qu'elle sera neutre? Est-ce qu'elle essaiera d'enquêter en toute quiétude parce qu'on sait qu'il y a encore une fois la guerre, encore la guerre sévit dans cette région. Donc tout ça, il y a des inquiétudes quant au travail et au délai, hein. Je vous ai donné le planning des travaux de cette commission. Est-ce que on peut espérer vraiment que ça sera fait dans les règles? Est-ce que le peuple congolais euh, peut attendre vraiment des résultats quant aux travaux de cette commission? Théobald Rutihunza. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bon, sûrement que les membres de cette commission sont compétents. Ils sont d'une grande intégrité parce que ça fait longtemps qu'ils ont travaillé dans ce domaine. On les a essayés, on les connaît. Leur sélection ne fait pas de doute que ce sont des gens de grande intégrité, intégrité morale. Donc, leur CV, vous avez décliné leur CV avant notre débat et je crois qu'ils ne laissaient rien à désirer. Donc, sur ce point, on peut avoir confiance. Bon, la question qui se pose, c'est celle justement que vient de révéler le docteur Moutawazi sur la bonne volonté du Conseil de sécurité parce que tous ces rapports lui sont adressés et c'est au Conseil de sécurité de prendre les décisions. Bon, j'ai dit tout à l'heure comment les autorités congolaises avaient failli à présenter justement les doléances sur ces questions. Ils n'ont fait aucune communication d'ailleurs. Plutôt que parler des victimes congolaises, ils étalaient plutôt les victimes d'autres conflits qui ne les concernaient pas. Donc c'est une défaillance qu'on peut attribuer à ce gouvernement congolais qui a fait que ces rapports se sont tassés sans produire les résultats attendus. Mais maintenant que je dis, il y a déjà la bonne volonté du pays concerné, les autorités du pays concerné jouent un très grand rôle pour mobiliser et
le Conseil des droits de l'homme pour mobiliser le Conseil de sécurité et bien sûr d'autres membres du Conseil de sécurité. Parce que ça fait toujours des polémiques. C'est pas, l'enquête ne fait pas objet de consensus. Il y en a qui vont dire que justement, ces types ne sont pas indiqués pour faire un rapport ou que les décisions devraient être prises par d'autres organes. Donc, la question des enquêteurs n'a pas à se poser parce que eux, ils tiennent aussi à leur crédibilité. Ce qu'ils vont produire sera marqué dans, enfin, fera référence sur leur CV. Parce qu'on dirait est-ce que ce sont des marionnettes qu'on a envoyées ou sont des gens sérieux. Parce que tout le monde sera curieux de lire et d'analyser ce rapport d'enquête. Est-ce que c'était un rapport justement qui pouvait aboutir à quelque chose? Est-ce que c'est un rapport qui a été fait à la hâte pour gagner seulement de l'argent? Bon, voilà. Mais les connaissants, parce que tous les trois, le premier a été plus de 25 ans aux Nations Unies, les deux autres y ont été presque 30 ans. Donc, ils sont quand même, ils ont une crédibilité déjà au départ. Bon, ma réponse peut se résumer à ça. Oui, oui, merci, Monsieur Théobald Rutihunza. Euh, et c'est vrai ce que vous dites. Euh, Au début, les autorités congolaises euh, n'étaient pas aussi présentes dans les réunions, dans les prises de décision avec des hautes instances des droits de l'homme, comme ces 2 dernières années, disons. Ce qui a changé, disons, dans l'attitude justement de ces commissions et du comité des Nations Unies pour les droits de l'homme, ça c'est un fait et vous venez de le signaler. Mais pour que nos amis congolais ne nous jettent pas des pierres, je peux dire que même bien avant, justement, ces organes auraient pris des décisions, auraient, disons, commencé des enquêtes, parce que ce n'est pas que c'est le pays demandeur qui a introduit des demandes d'enquête, mais euh, les Nations Unies sont là aussi pour voir ce qui se passe dans le monde et éventuellement de réagir. Au Congo, on ne peut pas dire que les Nations Unies n'ont pas réagi, mais quant aux victimes, ils n'ont rien vu de l'action des Nations Unies vraiment en ce qui concerne la justice et les dédommagements. Maintenant, si on peut espérer quelque chose du côté de cette nouvelle commission qui vient d'être nommée, ce serait une bonne chose. Mais question pour le docteur Pierre Célestin Bakoundikicharo. Et d'ailleurs, ce sera vers la fin, ça va nous ramener vers la fin de cette petite émission. Est-ce que les Congolais qui vont voir, bon, on nous a dit, nos panélistes ont exprimé le vœu que euh, tous les rapports qui ont été faits soient considérés et pris en compte quand ils vont prendre la décision sur l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ont les données, parce qu'ils ont les rapports avant avant janvier 2025 et après janvier 2025. Espérons que cet organe ne va pas prendre les décisions sur rien que le mois de janvier, sinon les victimes et d'autres mois, d'autres années
vont se demander si réellement ils sont là pour tous les Congolais. Bon, espérons que ça va se passer comme ça. Mais Dr Pierre Célestin Bakuni-Kichao, euh, nous savons que le Congo a été agressé par le Rwanda et que ce sont les forces rwandaises qui sont au top pour faire des crimes au Congo. Et nous savons que le Rwanda, politiquement et diplomatiquement et géopolitiquement, actuellement, se dit non, nous ne sommes pour rien pour, dans tout ce qui se passe au Congo. Est-ce que ça sera facile, d'après toi, facile pour cette commission euh, de présenter un résultat objectif sans lorgner sur le Rwanda, si le Rwanda ne va pas dire, voilà, la commission, elle est comme ceci, elle est comme cela. Parce que, si je pose cette question, c'est que certaines commissions font des rapports qui ne sont pas objectifs, qui essayent de donner raison aux victimes, un petit peu, mais hésitent à enfoncer vraiment les criminels, ceux qui ont commis ces crimes, sous le fameux principe de la neutralité, d'être au milieu, de ne pas se pencher, et on évite, ou alors on allège les crimes qui ont été commis. Et ça, on l'a vu pour certaines commissions, pour certains rapports. Est-ce qu'on peut savoir si vraiment on peut espérer que cette commission produira un rapport vraiment objectif, surtout que le Rwanda est inclus, quand on sait que le Rwanda nie tout ce qu'on dit de lui. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Merci, Aloïse, merci. Je pense que on peut supposer qu'il y a un double standard entre ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui se passe actuellement en RDC. Donc, il y a donc, on peut se demander pourquoi au Rwanda, ils ont fait la chasse, hein, aux politiciens jusqu'à ce qu'on les mette presque tous en prison. Et quand ils avaient été, quand ils avaient été trouvés ou bien ils avaient été lavés de tout soupçon, et ils n'ont même pas été lâchés ou relâchés pour aller dans leur famille. Ils ont été gardés quelque part toujours comme en prison. Donc, ça, on peut se poser la question, qui est derrière, hein? Qui était derrière et qui est encore derrière ce phénomène? En ce qui concerne la RDC, je pense que quand on parle de double standard, c'est que la RDC a perdu plusieurs millions de personnes. Alors qu'au Rwanda, on disait que c'est 1 million de personnes tuées. Mais au Congo, il y a eu, maintenant, on dénombre à peu près entre 10 millions et 15 millions de personnes. Hein? Et il n'y a pas de, franchement, il n'y a pas de suite. On prend donc les dossiers de mapping report, on les dépose quelque part et on se tait. Hein? Alors, maintenant, on se contente d'un seul mois de janvier pour investiguer, pour mettre en lumière les situations de viol, de tuerie, de tout ce que vous voulez. Hein? Alors, pourquoi, côté rwandais, cette communauté internationale a agi de telle manière et côté congolais, ils ne font que maquiller les choses? La question que je me pose, est-ce que derrière le Rwanda, en tant qu'un pays qui avait une mission d'aller, disons, jusqu'au bout, il n'y a pas eu un acharnement contre
supposés génocidaires, hein, et côté congolais, ils essaient de fermer les yeux pour ne pas qu'il y ait des poursuites. Ça fait déjà depuis 2010 qu'ils auraient déjà au moins, hein, appréhendé les auteurs des actes malheureux qui ont secoué la population congolaise et les mettre devant la justice. Rien. Alors, pour un petit mois de janvier, est-ce qu'ils vont franchement dégager cette histoire de maquillage et se dire, nous allons quand même cette fois-ci poursuivre les malfaiteurs et les mettre en prison. Et nous allons créer maintenant, dès lors, on va créer un tribunal pénal international pour la RDC et les choses seront plus claires. C'est ça le problème. Donc, ça montre que, alors, euh, le Rwanda, c'est un acteur qui, qui est quelque peu promu par ces institutions internationales. Alors, institutions qu'on peut dire du côté du Congo, ils n'ont pas donc, comment dirais-je, ils n'ont pas d'accord ou bien ils n'ont pas de convention pour traquer les malfaiteurs et les amener devant la justice. Et là, moi, je suis bloqué. Je me dis, il y a un double standard parce que les tueurs des personnes innocentes de la RDC, ils jouissent de leur liberté et ils continuent donc encore de tuer. Et c'est là où on se pose la question de savoir, nous savons très très bien que la RDC est victime et que le Rwanda est compté parmi, je dirais, c'est le Rwanda qui sponsorise, hein, les malfaiteurs en RDC. Alors, si le Rwanda a cette mission d'écraser pendant 30 ans les pauvres innocents de la RDC, c'est que le Rwanda a une mission claire qui est donnée par ces institutions-là pour jouer le rôle, je dirais, pour accomplir la sale besogne qu'ils auraient dû accomplir, surtout que nous savons que tout est lié à l'exploitation des minerais de la RDC. Donc ça se voit. S'ils veulent se laver les mains, ils devraient donc absolument agir et montrer au monde qu'ils sont transparents, qu'ils ne sont pas en fait là pour maquiller, mais qui sont là pour mettre la justice devant en fait les gens pour que cette histoire d'impunité n'existe plus en RDC. Qu'on nous met devant un fait où chacun dira les institutions que nous prenons comme, disons, euh, celles qui défendent l'homme, les droits de l'homme, cette fois-ci, ils ont agi et ils ont traqué tous les malfaiteurs, comme ils l'ont fait du côté, nous savons, côté Taylor, il a été matraqué, il a été mis en prison. Nous savons, côté Côte d'Ivoire, un certain Gbagbo a été, n'est-ce pas, mis en prison pendant 10 ans pour rien. Mais côté Rwanda, ils sont calmes, ils ne disent rien. Et c'est là où moi je ne comprends pas. Donc, c'est deux poids, deux mesures. Merci, docteur Pierre Célestin Bakoulikicharo. C'est Munga, si tu me permettais. Oui, Euh, d'ailleurs, ce sera le mot de clôture. ouais, ouais. Chacun va prononcer un mot de clôture sur cette question, en justement se basant sur euh, cet oubli où on fermait les yeux sur, on a longtemps fermé les yeux sur la situation en RDC concernant, disons, la situation des victimes, l'indemnisation des victimes, la justice pour les victimes, tout ça.
on ne peut même pas dire que la RDC n'a pas fait le bon suivi et tout ça, parce que même sans le suivi du pays agressé, les Nations Unies sont là pour regarder et essayer de limiter les crimes sur Terre. Donc, quel conseil aussi pouvez-vous donner à la RDC cette fois-ci si les organes internationaux commencent un peu à prêter un peu l'oreille à la RDC? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la RDC justement pour que cette injustice ou en tout cas soit réglée? Docteur Étienne Moutawazi, la parole est à toi. Non, non, le professeur Bakunda a soulevé des points très importants que je vais essayer de répondre en trois mots seulement. En fait, il faut synchroniser depuis le tout premier jour l'aspect juridique. C'est ce que fait le bureau du commissaire aux droits de l'homme. Il faut collecter les preuves, c'est-à-dire les témoins, tout ce que la commission va faire. Par ailleurs, la commission qui a été établie, elle est parmi celles qui auront la plus longue durée d'existence parce que d'autres, c'était vraiment le temps était très restreint. Mais celle-ci, la commission de M. Arnaud et ses compagnons, elle a du temps. Et elle est composée de spécialistes. Arnaud, c'est un retraité, je crois, c'est que monsieur de 75 ans, il n'a pas besoin que quelqu'un aille dans ses oreilles pour lui dire des choses. Mais il faut combiner à la fois le droit, la politique, parce que je ne vous le cache pas, ce ne sont pas ces pays qui font des poursuites, qui les poussent jusqu'à la fin. Il y a d'autres grands acteurs qui sont là. L'ex-Yougoslavie, ce n'est même pas l'Europe. Je me souviens de quand le procureur Karader Ponte était à la tête du tribunal pour l'extra-Yougoslavie au Rwanda, elle avait sollicité 3 minutes pour seulement parler avec Madame Condoleezza Rice, qui était à cette époque secrétaire d'État américain, parce qu'elle voulait son appui. Karader Ponte, elle avait été chassée de son poste de procureur pour le Rwanda parce qu'il y avait beaucoup de politiques qui s'exerçaient. Donc, c'était en fait l'affaire des États-Unis et des Britanniques et l'ex-Yougoslavie. Le tribunal pour le Rwanda, c'était la même chose. Donc, il faut cette politique. Il faut faire beaucoup de lobbying politique parce que le droit ne peut pas apporter de solution. Et finalement, il faut beaucoup de diplomatie pour que vous ayez des gens qui vous appuient. Par exemple, si à l'interne, par exemple, en RDC, les gens sont divergents, ça ne va pas dépasser. Vous n'avez pas l'appui, par exemple, de pays africains au niveau de l'Union africaine, par exemple. Ça ne peut aller nulle part. La même chose au niveau de l'Union européenne et plus particulièrement au Conseil de sécurité. En fait, ces sont très pertinents. La mettre en pratique, c'est ça la difficulté, mais avec un travail entretenu, ça peut aboutir. Concernant l'année, ce n'est pas un problème. Janvier 2025, c'est à cause, par exemple, sont très pertinents. Ah, je me répète. Oui, continuez, s'il vous plaît. Oui, donc, le mois de janvier 2025, c'est la prise de Goma où plus de 3000 personnes ont été tuées. J'ai entendu un président de la région se vanter de pertinent qui pourrait même avoir tué beaucoup de choses. Il y a Kishiche. Et le massacre de Kishiche, c'est novembre 2024. Alors, il y a tous ces faits-là. Donc, l'année peut être étendue
parce que ce sont des crimes, certains crimes sont continus. Donc, il faut, et là, quand je lis le premier point du mandat, on dit les causes profondes. Les causes profondes. Les causes profondes peuvent nous amener tout ce que nous n'avons pas devant nous aujourd'hui. Donc, ceci, c'est une note dont je voulais finir parce que j'ai indiqué que j'ai d'autres engagements, mais aussi pour vous dire que je vous remercie de l'invitation. C'est un sujet très brûlant. Si on pouvait l'étendre, si le temps nous permet. Je vous remercie. Voilà, on Ok. remercie le docteur Étienne Moutawazi pour ce mot de clôture parce que il a d'autres engagements qui l'attendent et qui ne reviendra plus donc à l'antenne. Mais nous allons clôturer avec nos deux panélistes qui restent en parlant justement sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la RDC? Puisque même le docteur Étienne dit que le résultat dépend aussi du travail politique, du travail diplomatique qui s'abat à côté de la volonté de ces institutions, de ces organes à décider de ceci ou de cela. Ce qui a probablement manqué justement avant, mais cette fois-ci que les Nations Unies ont vraiment décidé de prêter l'oreille et de vouloir prendre des décisions à propos, et que on voit que disons le climat politique international, le climat géopolitique est plus ou moins euh, favorable à la RDC. Est-ce que qu'est-ce que vous clôturez en disant à la RDC pour que vraiment cette fois-ci cette commission soit la bonne pour les décisions? Commençons par M. Théoba Ruti-Humza et puis par le docteur Pierre César Koulikicha. Oui, je vous remercie. Donc, il faut se rappeler que les Nations Unies sont composées par justement des institutions intergouvernementales. Et là, les États amis se soutiennent même dans des bêtises. C'est pour cela que l'énergie que la RDC va déployer va pouvoir déclencher tout le reste. S'ils se murent dans leur paresse, dans leur indolence, rien ne va marcher. Donc, vous savez bien que moi qu'il y a encore des partis politiques congolais qui ne reconnaissent pas les victimes de ces guerres, de ces conflits, et qui vont défendre partout l'hypothèse des agresseurs. Ouais, ils cherchent des lobbies, ils vont faire pression partout. Donc, s'ils ne sont pas unis, personne ne va les écouter. C'est pour ça que le Congo a besoin de s'unir, de cohésion, pour que ces idées, les idées ou les doléances, les communications de ces victimes puissent être entendues. S'ils sont dispersés, comme le disait le docteur Moutawazi, eh bien, leur dispersion va à leur perte. Et pour qu'un tribunal impartial soit créé, il faut absolument lutter politiquement. Surtout que ce sont des tribunaux politiques. Donc, j'ai déjà dit au début que les rapports de force s'imposent parce que ces tribunaux jugent les faibles alors que les forts, parce que vous l'avez dit, chaque fois qu'il y a enfin, les vaincus, disons, au Rwanda, qu'est-ce que
les gens qui ont été jugés appartiennent au camp des vaincus. En Sierra Leone, la même chose. Au Sénégal, ils ont jugé Hissène Habré. Il avait perdu le pouvoir. Donc, au Kenya, vous avez vu, quand Uhuru et Ruto ont été convoqués, ils ont vite été libérés. Bon, voilà, ces institutions enfin, intergouvernementales, eh bien, ils jouent leur diplomatie dans tout, quand ils sont des accusateurs ou quand ils sont des accusés. Donc, ils tirent de leur côté et celui qui gagne ou qui tire au plus fort, il gagne la partie. Je demande aux Congolais de rester unis, de continuer à soutenir leurs hypothèses, mais la communauté internationale leur a montré qu'elle est prête à les soutenir. Maintenant, c'est à eux d'appuyer. Merci beaucoup, Théobald Otirunza, pour ce mot de conclusion. Docteur Pierre Célestin Bakundi Kicharo, pour conclure, que direz-vous au gouvernement congolais quant à tout ce que nous avons dit ici, contradictoire et tout ça, mais pour terminer, comment doit se comporter la RDC pour que cette fois-ci, s'il y a une brèche, il faut vraiment l'exploiter. Docteur Pierre Célestin Bakundi Kicharo. Merci Aloïs. Moi, je pense que euh, les Congolais devraient atteindre l'âge de la maturité parce que si je me réfère au dire du président Tshisekedi au début, on lui a posé la question de savoir, Monsieur le Président, nous vous voyons main dans la main avec Kagame, alors que nous avons perdu, suivant le rapport mapping, 6 millions à cette époque-là. Et il a répondu, ça c'est le passé. Il faut regarder en avant. Voyez-vous? Je peux dire franchement que s'il n'y a pas de changement de mentalité et que bon, les Congolais prennent conscience qu'ils doivent absolument défendre les frontières de leur pays et qu'ils doivent agir comme un seul homme pour endiguer tout ce qui rêve de l'envahir pour piller et qu'ils oublient absolument leurs attitudes, disons, de vivre comme ils le faisaient à l'époque de Mobutu et tout, et franchement, ils oublient quoi, qu'ils oublient et qu'ils reprennent cette fois-ci l'élan des hommes nouveaux pour protéger leur pays et leur peuple. Et je ne sais pas s'ils vont vraiment avancer. Le premier conseil, c'est donc d'acquérir cette maturité, de changer de mentalité, n'est-ce pas? Et de ne plus avoir confiance en qui que ce soit, hein, mais de faire en sorte que leur pays soit respecté. Et pour que leur pays soit respecté, il faut qu'ils marchent sur les principes que je vais énoncer ici, que j'appelle la RICO Trasso, c'est la rigueur, la concertation, la transparence et la solidarité. Et quand ils auront, disons, compris son message, je crois qu'ils vont bâtir un pays uni et un pays où ils se font respecter et où ils se respectent eux-mêmes. Je ne vois pas comment un pays aussi petit ou même plus petit que les provinces de la RDC fasse agenouiller la RDC et que la RDC, qui bien entendu,
parvient à s'imposer diplomatiquement et ne parvient pas n'est-ce pas, pousser de ses frontières cette petite ennemie qui est là, mais qui lui gâche la vie. Donc, il devrait changer de mentalité, passer à le stage, donc je dirais, au niveau de maturité politique, maturité militaire, pour pouvoir gérer comme il faut leur pays. C'est comme ça que je vois les choses. Merci, Dr. Pierre Célestin Bakundi Kicharo. Merci à Théoba Rutirunza. Merci au docteur Étienne Moutawazi pour les analyses que vous avez faites sur le sujet du jour, notamment la commission qui a été créée par l'ONU pour aller enquêter dans les deux pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on devrait attendre de cette démarche? Vous nous avez éclairé sur le sujet et merci aussi pour euh, les conseils que vous suggérez à la RDC pour continuer sa marche vers la justice des victimes, la justice des victimes face à leur bourreau des années et des années. Je parlais à un ami congolais, un professeur, et qui me disait, mais Aloïse, comment vous, du Rwanda, vous dites que nous, on est faible, qu'on n'a rien pu faire, qu'on ne fait rien, qu'on est alors que vous êtes partout, éparpillé partout à l'étranger et que vous n'avez pu rien faire chez vous, que les gens sont venus d'ailleurs pour vous chasser de votre pays et que vous vous plaignez que aussi les organes des extérieurs, des institutions ne vous ont pas compris. Et nous, comment voulez-vous que on nous comprenne et que vous exigez de nous que les choses que vous n'avez pas pu faire chez vous? Alors je leur ai dit, mais c'est bien. Justement, prenez exemple de nous, écoutez nos conseils parce que nous avons vécu des choses. Si nous vous donnons des conseils, c'est pour que vous ne tombiez pas dans le même piège que celui dans lequel nous sommes tombés. Donc, ce n'est pas pour vous dénigrer, pour les Congolais, mais c'est pour vous aider justement à ne pas tomber dans le même piège. Voilà. C'est comme ça que les choses sont. Nos amis congolais, nos frères congolais qui nous écoutent, les émissions comme celle-ci, c'est pour les aider justement à voir de loin les pièges, c'est les aider à essayer de lever la tête, essayer d'éviter des situations devant lesquelles nous avons buté. Donc, c'est dans cet objectif que nous faisons des émissions comme celle-ci. Voilà. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, docteur Pierre Célestin Bakouni Kicharo? Oui, allez-y. Oui, je voudrais dire que notre ami congolais devrait plutôt penser, euh, comme tu le dis, bien, si bien d'ailleurs, penser à ce qui s'est passé chez nous et préparer au moins une contre-offensive au lieu de, disons, d'aller chaque fois plaider. Donc, je dirais, dire, ben, écoutez, nous sommes victimes. D'accord, on est victime, vous êtes victime, mais il y a moyen de faire autre chose. Je vais vous dire une chose. Lorsque, personnellement, j'ai appris que le président Tshisekedi a ordonné à l'armée rwandaise d'envahir le territoire où il y avait le général Mudachumura pour le massacrer et ses hommes, et je me suis dit, un État souverain ne fait pas ça. Un État souverain ne peut pas permettre que à notre État vienne pour tuer un opposant dans ce pays-là. C'est un cadeau empoisonné qu'il a donné, qu'il devrait regretter d'ailleurs, parce que ça ne se fait pas. Et là, c'est pourquoi je parle de la maturité.
Hein. Tu ne peux pas permettre, si par exemple, quelqu'un a le désir de venir attaquer un membre d'une famille, de sa famille, chez toi, tu as le droit de le protéger plutôt que de le laisser tuer comme ça. Et c'est là où je me dis, la maturité congolaise est en doute. Il faut qu'ils repensent comment, n'est-ce pas, on peut gérer un État souverain et non pas se laisser envahir. Donc, le gars qui est venu tuer Mudachumura et, et ses proches, hein, maintenant, il est encore là pour tuer les Congolais. Alors, il aurait fallu lui dire, monsieur, ça ne se fait pas. Nous sommes un État souverain. On ne peut pas faire ça. Vous pourriez le faire à l'époque de Kabila, mais à l'époque actuelle, on ne peut pas permettre ça. Il devait protéger Mudachumura et même l'embarquer à Kinshasa et le garder là-bas que de le livrer à ces tueurs. C'est ça que je me pose comme question. Pour un État souverain, ça ne se fait pas. Désolé. Merci, docteur Pierre Célestin Bakoulikicharo. C'est un bon exemple, et parmi tant d'autres d'ailleurs, parce que ce n'est pas la seule opération que les autorités congolaises ont permis aux autorités rwandaises de venir exécuter à l'intérieur de leurs terres, volontairement sur demande du gouvernement rwandais. Et ça, s'ils l'ont permis, en accord, en parfait accord, alors les Rwandais, les militaires rwandais se sont permis aussi de faire leurs opérations à leur initiative. Donc, c'est un exemple que tu viens de donner et qui peut, mais il y a tant d'autres aussi, parce qu'il n'y a pas que cette opération-là. Il y a eu des opérations, des différentes opérations où les militaires rwandais sont entrés sur le sol congolais pour exécuter leur sale besogne, pour, soi-disant, pour chasser les Rwandais qui les ont fuis, alors que cela, justement, le droit international humanitaire ne le permet pas. Donc, voilà. Donc, mais je disais, pour conclure, que si le Rwanda a sombré dans un gouffre de crimes, d'impunité, de fausses victimes, de faux criminels, il ne faut pas que le Congo aussi euh, tombe dans ce même gouffre. Et si le Congo devrait être conseillé, c'est par les Rwandais qui ont vécu les mêmes horreurs. Voilà. C'est la conclusion sur notre émission de ce soir concernant donc les experts qui vont partir au Kivu pour faire les enquêtes sur les crimes qui y ont été commis. Voilà.